Bonsoir, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Smart Bourse. Vous le savez, tous les soirs, pendant une heure, on fait le point complet sur l'actualité des marchés, tout ce qui s'est passé sur la planète finance et comment réfléchir peut-être à votre allocation d'actifs et à votre portefeuille. On regarde du côté, dans un instant, des infos du jour, ça sera avec Pauline Gratel. Puis sur Planète Marché, on va s'intéresser aux retraites ce soir. Que se passe-t-il en France? Le déficit risque de déraper, on prévoit 30 milliards d'euros de dérapage d'ici à 2045. On parle évidemment toujours de la guerre commerciale, la guerre tout court d'ailleurs. Trump qui se positionne. Et puis politique, économie, on voit que les États-Unis de plus en plus font cavalier seul. Jusqu'à quand est-ce que l'Europe peut réagir dans ces conditions? Vous verrez sur le plateau, il y a des avis très tranchés. Enfin, et puis c'est l'actu du week-end en élection en Allemagne, un tournant pour l'Europe. Enfin, on parlera des marchés avec, dans ce contexte, que peut-on faire sur ces marchés? Les actions européennes, est-ce qu'elles sont à leur prix? Est-ce que toutes les bonnes nouvelles ne sont pas déjà dans les cours? Les US qui publient toujours de solides publications. On verra dans quoi on peut investir. Tiens, si on a le temps, on regardera aussi du côté de l'Argentine où il y a un petit CryptoGate du côté de Javier Milei. Et puis dans le dernier quart d'heure, on s'intéressera aux villes intelligentes, les Smart Cities. Smart Bourse, c'est parti. Et on démarre, comme d'habitude, tout de suite avec les infos du jour avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors, les résultats en série, on va voir ça dans un instant. Que s'est-il passé aujourd'hui sur les marchés financiers? Les indices européens évoluent aujourd'hui en ordre dispersé. Le CAC 40 tourne autour de 8100 points, tiraillés entre Schneider Electric en forte hausse après ses résultats et Carrefour en forte baisse après sa publication. On y reviendra dans un instant. Côté américain, les indices ouvrent en repli. Oui, aux US d'ailleurs, on a pris connaissance des minutes de la Fed hier soir. Oui, la Fed avait opté pour un statu quo lors de sa dernière réunion. Le compte-rendu confirme la prudence de la Fed dans un contexte d'incertitude sur les conséquences inflationnistes que pourraient avoir les droits de douane évoqués par Donald Trump. Dans ce contexte, la pause de la Fed pourrait être de longue durée. De très longue durée, peut-être pas de baisse en 2025, on verra ça. Les réactions justement sur le marché obligataire? Le rendement américain à 10 ans s'établit à 4,5% environ. En Europe, le 10 ans allemand est stable autour de 2,55%. À noter, l'or atteint un nouveau plus haut à $2 970 l'once et touche ainsi du doigt le seuil des $3 000. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar est stable à 1,0430. Au Japon, le yen est porté par le pari d'une hausse des taux de la Banque du Japon et atteint un plus haut de 2 mois face au dollar. Ouais, on le disait, donc du côté des résultats, la journée a été chargée avec Schneider Electric qui électrise le CAC 40. Oui, Schneider fait état de résultats annuels historiques supérieurs aux attentes. Le bénéfice net record s'établit à plus de 4 milliards d'euros, en hausse de 7%, dopé par une forte performance opérationnelle. Schneider revoit à la hausse ses objectifs et vise une croissance supérieure à celle de ses rivaux européens en 2025. Le titre bondit de plus de 6% au cours de la séance. Et en revanche, le gadin du jour, c'est pour Carrefour. La publication annuelle de Carrefour est directement sanctionnée. Le titre plonge de 10% et finit bon dernier du CAC aujourd'hui, au plus bas depuis le Covid. Le groupe fait état de résultats inférieurs aux attentes. Le bénéfice net est divisé par plus de 2 à 720 millions d'euros en 2024. Enfin, les prévisions de Carrefour pour 2025 sont jugées décevantes. Oui, autre petite déception, c'est du côté d'Airbus. Oui, le bénéfice net progresse pourtant de 12% en 2024 à plus de 4 milliards d'euros. Pour 2025, Airbus prévoit de livrer 820 avions commerciaux contre 766 l'an dernier. Mais selon les analystes, les prévisions restent trop prudentes. Airbus fait toutefois bien mieux que son concurrent historique Boeing qui a enregistré une perte nette abyssale de presque 12 milliards de dollars, pénalisée par la grève des employés et par les 2 crashs des 737 MAX. On a également dans l'automobile Renault qui déçoit. Oui, le groupe réalise un chiffre d'affaires en hausse de 7,6%. Le bénéfice opérationnel, lui, progresse de 3,5%. C'est un record et c'est supérieur aux attentes. Mais le groupe a déclaré que le durcissement des règles européennes sur le CO2 pèsera sur sa marge en 2025. À Wall Street, c'est Walmart qui publie et qui est sanctionné. Oui, Walmart fait état de résultats légèrement supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre. Les revenus progressent de plus de 4% en glissement annuel et le bénéfice net s'établit à plus de 5 milliards de dollars. Ce sont
sont les prévisions qui sont jugées décevantes pour 2026 dans un contexte de ralentissement de la demande et d'inflation persistante. Le titre ouvre en repli de 6% à Wall Street. Ouais, du côté de la Chine, c'est Alibaba qui surprend avec ses résultats. Oui, le groupe chinois fait état de bénéfices supérieurs aux attentes et d'une croissance solide dans le cloud et l'IA. Pour le troisième trimestre fiscal, les revenus progressent de 8% en glissement annuel à 38,5 milliards de dollars, dopés par des fortes ventes de fin d'année. Le titre évolue en hausse de 10%. Enfin, Pauline, on s'intéresse à l'agenda de demain. Oui, demain, ce sera une journée d'échéance sur les marchés avec l'arrivée à expiration de plusieurs produits dérivés. La séance de demain sera rythmée par la sortie de plusieurs PMI préliminaires en zone euro et aux États-Unis pour février. Du côté des résultats, Air Liquide publiera ses comptes. Ouais, journée des 3 sorcières demain, ou peut-être des 4, on verra ça avec nos experts demain, vendredi. Merci Pauline. Tout de suite, on passe à la planète marché. Que se passe-t-il sur la planète marché ? Eh bien, on va décrypter tout ça avec nos 3 experts, comme d'habitude, tous les soirs. On est ravis d'accueillir Malik Hadouk. Bonsoir Malik. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée chez CPR AM. Bienvenue à vous. Merci. Voilà, CPR AM, spécialiste notamment des actions ou de la gestion thématique. Et ça se passe très bien, avec une diversification récemment sur une nouvelle nouveau venu, c'est l'intelligence artificielle, un fonds qui cartonne depuis quelques mois. Exactement. Ouais, vous surfez sur la vague, c'est bien. À vos côtés, Anthony Morlet, Lavidali. Bonsoir Anthony. Bonsoir Fabrice. Vous êtes économiste, pôle macroéconomie conjoncture chez Rex et Code. Voilà, vous êtes venu avec vos publications sous le bras, non ? Parce qu'il y en a de nombreuses. Complètement, la sur tous les sujets. est très agitée en ce moment. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, peut-être Rex et Code, qu'est-ce que... C'est un institut qui soutient le développement des entreprises françaises. Donc on regarde un petit peu tous les sujets qui ont attrait à l'environnement économique et on publie sur un large spectre, qui vont de la politique économique à la macro, même au climat, comment amener à la fois la transition et la croissance. Voilà, des beaux sujets. Ouais, et puis elles ont besoin de votre soutien, les entreprises. Alors on essaie de faire le maximum. Enfin, Hervé Amourda, bienvenue à vous. Vous êtes économiste chez ProBTP Finance. Un petit mot justement de ProBTP Finance. Alors, on est une société de gestion adossée à un groupe de protection sociale qui est le groupe ProBTP, qui s'occupe de la prévoyance et de l'assurance complémentaire de 97%, je crois, des travailleurs du BTP. Très bien. Gros secteur, un peu en difficulté, en difficulté, avec l'immobilier qui souffre. Depuis la hausse des taux. Ouais, et néanmoins, c'est les grands sujets du jour. Messieurs, je vous propose de commencer tout de suite avec un sujet qui revient sur le devant de la scène. C'est le sujet des retraites. On nous annonce le rapport de la Cour des comptes est tombé. On serait de nouveau en déficit, chargé par l'exécutif de faire le point sur la situation financière du système des retraites. La Cour des comptes prévoit une nette dégradation malgré la réforme de 2023 qui déjà, elle, est un peu en suspens. Après une période de stabilité, alors dit-on jusqu'en 2030, le déficit devrait plonger pour atteindre 15 milliards d'euros à inflation en 2035, puis autour de 30 milliards en 2045. Alors ça tombe bien, on a des économistes autour de cette table. Messieurs, cette dégradation, on sait que l'équilibre est fragile, qu'il n'y aura pas assez d'actifs pour les inactifs de demain. Donc je pense qu'en 2035, 2045 en tout cas, on sera peut-être plus trop en activité, en tout cas pour les plus âgés sur cette table. Comment on fait pour... qu'est-ce que ça nous dit de cette situation ? Est-ce que ça va de nouveau remettre les gens dans la rue ? Vous qui avez l'habitude, Anthony, d'analyser des chiffres, là on voit cette nette dégradation, ce dérapage une fois de plus. Complètement. Est-ce que la situation elle était prévisible ? Honnêtement, oui. Pourquoi ? Parce que les scénarios étaient assis sur des hypothèses de croissance et de productivité qui apparaissaient aux yeux du consensus des économistes irréalistes. On avait des gains de productivité qui étaient prévus extrêmement élevés, de l'ordre de 1% par an. Il faut avoir en tête qu'en France, on ne fait plus de gains de productivité depuis 5 ans. Donc forcément, ça vous fait des rentrées en moins. Un scénario de croissance également plutôt allant. Donc à la fin, il est certain que si on cale un scénario, notamment d'équilibre du régime des retraites, sur une macroéconomie qui est beaucoup plus allante que ce qu'on pouvait, parce que la majorité des experts pouvaient prévoir, inévitablement, on est surpris à la baisse. Les hypothèses retenues notamment par le COR, le Conseil d'orientation des retraites, avaient été revues au moment où Gilles Berset a pris la présidence, en étant plus prudent justement sur la productivité, mais on reste encore à des niveaux, donc là il y a 0,7 en scénario médian qui est retenu sur la prévision de productivité.
c'est très élevé. Enfin, aujourd'hui, on fait toujours quasiment pas de gain de productivité dans l'économie française. Et puis, il faut être très honnête, on a besoin d'une réforme des retraites et qui doit avoir, il me semble, 2 jambes. C'est demander un effort aux actifs supplémentaires. Donc, il est évident qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps, plus d'heures, mais également regarder le poids des retraites dans le PIB, qui est beaucoup plus élevé en France qu'ailleurs chez nos partenaires européens. Et on a un sujet de niveau des pensions, me semble-t-il, en France. Et il faut créer une forme de deal. On demande un peu plus aux actifs, mais on demande aussi un effort aux retraités actuels. Ouais, oui, même si on revient un peu sur ce contrat, c'est pas très sympa. Pardonnez-moi, Anthony, mais c'est vrai que vous venez de dire on va peut-être des hypothèses plus élevées, mais ces gens-là sont économistes comme vous, peut-être encore plus chevronnés. Et pourtant, ces hypothèses, on les connaît. Quand on discute effectivement sur ce plateau comme ailleurs, on se dit mais quand même, ces hypothèses sont irréalistes quelque part. Comment ça se fait que vous qui êtes dans le sérail quelque part, vous discutez entre économistes, on ait des hypothèses qui soient comme ça, un petit peu aberrantes. On chausse les lunettes roses quand on fait ces analyses et ces prévisions. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Amorda ? Alors effectivement, moi je suis entièrement d'accord, les hypothèses de productivité sont très fortes, et même le 0,7 d'ailleurs est extrêmement élevé. Anthony l'a souligné, on ne fait pas de gain de productivité depuis 5 ans. Si on essaye de regarder la productivité apparente du travail ou même la productivité globale des facteurs, on est vraiment entre 0 et 0,5. Donc même dans un cadre structurel où tout irait bien, ces hypothèses-là paraissent effectivement très, très élevées. Maintenant, quand on regarde le rapport du corps, ce qui pèse beaucoup, c'est le vieillissement de la population. Donc à la limite, les gains de productivité que l'on a, ou la croissance potentielle que l'on peut avoir, finalement on a un facteur démographique qui l'emporte et qui pèse le plus possible sur ce rapport. Moi je voudrais juste te dire que ce rapport du corps, il n'est pas totalement consensuel. Quand on regarde le travail effectué par la Commission européenne, un travail, j'allais dire, de même ampleur, même peut-être un peu plus large puisqu'il couvre tous les pays européens. Il étudie la soutenabilité de la dette européenne. Celui-ci nous dit que finalement la France, le coût finalement du vieillissement pour la France, il est moindre par rapport à nos voisins européens. Pourquoi ? Parce que le vieillissement, on le subit dès aujourd'hui. Et donc ce n'est pas une nouveauté que l'on aura dans le futur, c'est déjà une charge que l'on traîne dès à présent. D'accord. Alors que pour l'Allemagne, ça va être une charge beaucoup plus importante à partir de 2030 par exemple. Donc eux ont un vrai sujet à adresser auquel nous, on peut déjà finalement faire face. Dans le rapport du corps, il y a 2 éléments intéressants et c'est les leviers dont parlait Anthony. C'est évidemment augmenter l'âge de départ légal à la retraite. Plus 1 an, le corps nous dit que ça fait à peu près 8 milliards d'euros de gains. Donc là, on est sur ce déficit de 30 milliards en 2045, donc on gagnerait 8 milliards. On gagnerait sensiblement la même chose avec un an de plus. Avec un an de plus, si on parle de la durée de cotisation cette fois-ci. Donc si on rajoute 1 an de plus, là aussi, de cotisation, on est, je crois, à 7 milliards et demi de plus d'économie, sur le système. Donc on fait la moitié du chemin. Comment est-ce qu'on fait l'autre moitié du chemin ? C'est là qu'effectivement, notre système de retraite peut-être mérite d'être repensé. Donc la retraite par capitalisation, mais ça, la loi Pacte et les gouvernements précédents avaient déjà un petit peu mis un pied dedans. Et c'est inévitable, évidemment. Donc tout le système d'assurance et de retraite complémentaire va devoir jouer un rôle et un rôle clé sur ce sujet. Moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est que si on prend un tout petit peu de hauteur sur ce sujet-là des finances publiques, bon, la France a des mauvaises finances publiques depuis très longtemps et c'est très grave depuis 2014, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet de longue haleine. Et ça pèse sur notre économie et sur notre compétitivité, bien ça évidemment. Pèse très fortement. La charge de la dette est très importante et nous empêche en plus de faire des investissements nécessaires dans la transition digitale, dans la transition climatique et dans tous les défis, et même la défense, on en parlera peut-être aujourd'hui. Ça nous empêche finalement ces dépenses absolument importantes. Mais quand on regarde au niveau global, finalement la France est un des plus mauvais pays en termes de finances publiques et une manière de l'améliorer, finalement ce serait d'avoir un peu plus d'épargne. Donc évidemment, retraite par capitalisation, ça veut dire plus d'épargne parce que ça veut dire que chacun va plus d'épargne alors qu'on est déjà parmi les fourmis de l'Europe avec nos 18% d'épargne. Alors on est parmi les fourmis de l'Europe sur l'épargne financière des ménages. D'accord. Ça, c'est vrai. On a une épargne abondante, 3 000 milliards de dollars, je crois, selon la Fédération bancaire. Donc, c'est un chiffre astronomique. En revanche, quand vous regardez l'épargne nette de l'économie française, finalement, une autre manière de le voir, c'est de regarder la balance courante. Elle est négative. On est un des rares pays à avoir une balance courante négative. D'accord. Donc, finalement, pour régler le problème, il faudrait avoir une balance courante positive. Et pour avoir une balance courante positive, il faut améliorer la compétitivité des entreprises. Donc ça peut paraître être des sujets très éloignés. Mais moi, je pense que si on adresse justement la compétitivité des entreprises, on règle aussi une partie du problème des finances publiques. D'accord. Malika Douk, sur ce sujet. Je ne veux rien rajouter de plus à ce qu'ont dit les spécialistes à ce sujet. C'est le problème de la démographie qui a été mentionné, bien sûr, le vieillissement de la population, et puis l'impact que ça pourrait avoir sur les taux en France et sur
et sur la solidité financière de la France. Hein. C'est le point important, je pense, qui est en jeu aujourd'hui. Moi, je voulais faire le lien surtout avec ce qui a été dit, la retraite par capitalisation. Quand on voit effectivement, alors l'épargne financière des ménages pour le coup abondante, d'un côté, de l'autre côté, on a et permettez-moi de vous féliciter, parmi les meilleurs gérants du monde, en tout cas c'est reconnu, notre industrie de l'asset management en France, on se dit mais c'est dommage que finalement ça ne se rencontre pas et qu'on n'ait pas plus d'argent au travail finalement, plutôt que ce soit sur des obligations d'État. Oui, mais c'est un sujet qui dure depuis assez longtemps maintenant, même si aujourd'hui il y a eu une revalorisation de cet aspect-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'épargne financière, comme a été mentionné, elle est abondante, mais il y a un manque de compétitivité, un manque de productivité qui pèse aujourd'hui sur l'économie française. Et c'est ça qui explique un peu ce décalage. Oui, d'autant que dès qu'on veut le sortir, c'est vrai que tu es tout le monde dans la rue sur cette année à rattraper. Ce qui est très amusant, Anthony, c'est que la plupart des travailleurs français ont le sentiment d'être dans un régime par capitalisation. Quand vous les interrogez, ils vous disent qu'ils cotisent et qu'on leur redonne à la retraite ce qu'ils ont cotisé. Comme si on était précisément dans un endroit où on place l'argent et ensuite il nous est rétribué par la suite. Ce n'est pas du tout le cas. Les travailleurs actuels payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Et donc il y a même un problème de compréhension globale, si je puis dire, du système, qui est qu'on est par répartition, mais la plupart des Français ont le sentiment d'être par capi implicitement. Et donc là, il faudrait quand même réussir à réaligner les deux, à la fois la compréhension de la population et le régime que l'on a. Parce que sinon, ça crée vraiment des gros problèmes. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était pour revenir très rapidement sur le déficit du régime des retraites. On observe sur les retraites ce qu'on observe sur le déficit global du pays. C'est qu'on a toujours un manque de prudence sur les hypothèses que l'on fait, et en étant toujours sur le haut de fourchette en termes de recettes, en termes de croissance, on s'expose en permanence à être déçu et donc à creuser davantage le déficit. Il me semble qu'il faudrait être beaucoup plus prudent dans les hypothèses que l'on fait, et là ça nous donnerait des marges de manœuvre et on atteindrait nos objectifs. Bon, alors on compte sur vous, messieurs les économistes, pour en parler à vos homologues et dire bon, attendez, attention, soyons sérieux et reprenons des hypothèses peut-être plus réalistes. Allez, on tourne la page française pour s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Guerre, que ce soit guerre commerciale ou guerre tout court, on voit que les États-Unis sont en train de faire un cavalier seul. Comment vous voyez, Hervé Amorda, je commence par vous, justement, cette séquence-là inédite. C'est vrai qu'on parle de Trump alors quasi tous les jours. On a l'impression qu'il est déjà depuis des mois, alors que ça fait finalement que quelques semaines. Oui, absolument. Alors, sur le sujet que vous évoquiez sur la guerre en Ukraine et le fait que finalement l'Europe soit le grand absent, après l'Ukraine évidemment, pas le grand absent, surtout le pas invité à la table, hein, on a l'impression. Oui, absolument, mais je pense que c'est plus à chercher du côté des Européens plutôt que d'une trop grande présence ou trop forte présence de Donald Trump. Finalement, il n'a pas forcé le trait, il n'a pas eu à faire de grands efforts et il n'a pas eu à snobber qui que ce soit pour avoir ce type de réunion. Nous, on souffre de capital politique, on le voit, on a une incertitude politique en France, on a des élections là ce week-end en Allemagne. Ouais. Les deux plus grands pays de la zone euro aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas ce que ça donnera dans 6 mois. Voilà, on ne connaît pas du tout le paysage politique de cet été, puisque même en France, il y a encore la menace de dissolution, etc. Donc on souffre, on pêche véritablement en capital politique. Et donc sur la scène internationale, c'est un peu compliqué, évidemment, d'exister, d'autant qu'il y a cette guerre commerciale qui va arriver. Elle n'est pas encore arrivée directement, en dehors de l'aluminium et de l'acier, mais elle va nous toucher, parce qu'il y a des droits de douane réciproques qui vont arriver. Et on aura besoin de faire face et de faire front à tout cela avec un peu plus de capital politique. Et je pense que cette période, malheureusement, on va devoir la subir. Ouais, Malika Yadouk, vous êtes plus dur envers l'Europe. Non, oui, je crois que sur le plan politique, ça a été mentionné, on ne parle pas d'une seule voix en Europe. Voilà, c'est le véritable problème. Et si on veut faire face aux États-Unis, il faut parler d'une seule voix. Il y a des dissensions aujourd'hui même à l'intérieur de l'Europe sur la politique à mener vis-à-vis des US et vis-à-vis de l'Ukraine. Donc ça, c'est catastrophique sur le plan politique pour l'Europe. Mais sur le plan, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que la guerre commerciale, elle viendra, mais on a encore un peu de temps, on a jusqu'à avril pour se positionner là-dessus. Mais ce qui est imminent aujourd'hui, c'est l'accord de paix ou pas. Il se dit qu'il va y avoir une rencontre entre Poutine et Trump d'ici la fin de la semaine, ce qui pourrait accélérer les choses.
Mais ça, c'est une bonne opportunité pour l'Europe, sur le plan économique, sur le plan financier. Après, il faut... Alors dans quel sens ? Parce que d'un autre côté, bien si effectivement là, on peut s'en réjouir, la reconstruction pourquoi pas, même si c'est nous qui allons la payer, nous a-t-on dit. Néanmoins, on voit que dans le même temps, il y a un sursaut sur la défense notamment. On sait bien que là aussi, ça va être plutôt inflationniste au niveau des budgets. Non, ça va être dans un premier temps, bien sûr, une expansion des budgets pour financer ces coûts de la défense. Mais bon, il y a une règle qui va peut-être mise en place pour le sortir du calcul du déficit. Oui. Ça a été mentionné. Mais sur le plan purement économique, un arrêt de la guerre, c'est déjà quelque chose de bien. Vous avez mentionné la reconstruction. Il y a mentionné aussi des baisses à venir des prix de l'énergie, éventuellement, qui vont avoir un impact positif pour l'Europe. Et il y a l'éventualité en Allemagne, on va attendre les résultats des élections législatives, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une majorité claire, nette et précise qui permettrait d'avoir une nouvelle vision sur l'Allemagne, une vision économique sur l'Allemagne, avec un gouvernement qui serait pro-croissance. Et on aurait une nouvelle histoire à raconter sur l'Europe, parce que c'est ce qui manque aux investisseurs internationaux. Comme vous le mentionniez, politiquement, ils sont divisés, économiquement, c'est pas ça. Les deux grands pays sont un peu malades, politiquement, ils le sont aussi. Donc il faut que l'Allemagne reprenne un peu avec la France le leadership. Et en matière économique, c'est ce qu'on attend aujourd'hui avec ces élections législatives éventuelles pour avoir une politique pro-croissance qui lèverait notamment les doutes sur la capacité de l'Allemagne à s'inventer de nouveau et à créer une nouvelle dynamique. De toute façon, l'Allemagne doit s'inventer ou se réinventer. Le destin européen est encore entre nos mains et à réinventer. C'est vrai que là, on est un petit peu en panne sèche et on est attaqué de toutes parts. Et j'ai l'impression que c'est peut-être là où on va justement réagir. Votre vision, à vous, Anthony Morlet-Avidelli ? Je crois qu'il y a un point très intéressant qui vient d'être mentionné, c'est que on nous parle beaucoup d'unité de l'Europe, mais personne, même le rapport Draghi, je trouve, a des lacunes de ce point de vue-là, ne cherche pas à régler les dissonances ou l'hétérogénéité des positions qu'il y a au sein même entre pays européens. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'Europe, on est prêt à faire comme quoi, par exemple si on prend mais l'Allemagne et la France, par exemple, au moment où on fait l'euro, c'est les mêmes pays. On a une balance commerciale, les deux pays sont excédentaires, on a la même dette publique, on a 60%, on a une balance courante également qui est très très proche. Quand on regarde 25 ans après, on a une balance commerciale qui est ultra déficitaire, les Allemands sont très excédentaires, la position extérieure nette, elle a fait un effet ciseau monumental, c'est pareil sur la dette. Donc on n'a plus du tout les mêmes intérêts en commun. Quand vous êtes un pays très déficitaire commercialement, par exemple, vous avez moins peur des droits de douane que l'Allemagne, qui elle est très exposée parce qu'elle génère des excédents importants. J'ai l'impression qu'on a un pays qui s'est rapproché des Nordiques, de la rigueur, et puis nous, peut-être de ce qu'on appelait à une époque le Club Med. Voilà. Tout à fait. Même si des pays italiens ont des excédents, notamment commerciaux, ce que nous, on n'est pas malheureusement. Comment on réconcilie justement ça ? Alors c'est tout le problème. Quand on parle d'Europe de la défense, est-ce que les Allemands, demain, sont prêts à acheter des Rafales ? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut l'unité, mais est-ce que concrètement, on est prêt à envoyer des mesures très fortes pour montrer que chacun fait un pas vers l'autre ? Pour l'instant, on ne le voit pas. C'est des grandes déclarations de grands leaders européens, mais ça ne se traduit pas vraiment par des mesures tangibles qui pourraient redonner un peu de confiance et montrer que finalement, on est quand même unis derrière la même cause qui aujourd'hui est dramatique. Et sur Donald Trump et la guerre commerciale, il y a un petit peu deux pans. Il y a effectivement le risque inflationniste qui est lié à tous les droits de douane qui pourraient monter et atteindre des niveaux quand même très élevés selon ce qu'il fait. Enfin, on voit bien que c'est très imprévisible. Et puis, il y a l'aspect prix de l'énergie. Les États-Unis veulent quand même déverser du pétrole sur l'ensemble du reste du monde, notamment en forçant l'OPEP à produire beaucoup, réintégrer la Russie. Ça pourrait avoir un effet très baissier sur le cours du Brent. Donc il y a un peu ces deux effets qui vont se jouer d'un point de vue inflation. Mais c'est honnêtement très dur d'arriver à lire dans la politique américaine et ce qu'elle pourra proposer à l'avenir, notamment pour nous, Européens. Oui, et c'est vrai que ça peut même se contredire avec ces tarifs d'un côté, les barrières douanières, mais aussi faire baisser l'inflation pour les Américains. Par exemple, pour ses électeurs. C'est ce qui est promis, réduire le défiscit, quitte à tailler, on l'a vu, dans le vif des effectifs de certaines agences. Hervé Amorda, comment vous regardez cette séquence en tout cas, ce qu'on disait là à l'instant, l'Europe, elle doit réagir. Vous pensez qu'il va y avoir un sursaut ? On peut se remettre d'accord tous ensemble ? Alors, il y a trois questions très différentes. Elle doit réagir, oui. Est-ce qu'il va y avoir un sursaut ? Moi, je ne crois pas. J'espère, j'aimerais. Pourquoi ? Parce que, d'abord, je pense qu'il y a juste un élément aussi à rappeler sur les droits de douane et sur l'aspect inflationniste, c'est le dollar. Le dollar, lui, il s'est déjà apprécié de 7% en termes effectifs. Quand on regarde face à un panier de devises de la BRI, 7%, c'est beaucoup. 7%, ça veut dire que les droits de douane qu'il faut mettre en face pour avoir de l'inflation aux États-Unis, et je rappelle que finalement, pour que les droits de douane fonctionnent, contrairement à ce que dit Donald Trump en promettant moins d'inflation, il faut qu'il y ait plus d'inflation.
Parce que s'il n'y a pas plus d'inflation, eh bien les biens domestiques ne sont pas plus compétitifs. S'ils ne sont pas plus compétitifs, on ne ferme pas le déficit commercial avec les pays en question. Donc il faut passer par plus d'inflation, en tout cas par une hausse du niveau des prix. Voilà, c'est pas vraiment l'inflation, mais c'est une hausse du niveau des prix. Donc ça, c'est souhaitable. Sauf que comme le dollar s'est déjà apprécié, eh bien, il va falloir beaucoup de droits de douane avant qu'on ait un impact visible sur l'inflation au niveau des consommateurs. Et tout ça, c'est sous l'hypothèse, bien sûr, que ces droits de douane passent à 100% au prix du consommateur final, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en 2018. Donc, sur le sujet de l'inflation, je pense qu'on a d'abord un impact aux États-Unis. S'il doit avoir lieu, il aura d'abord lieu aux États-Unis. Et nous, on pourrait avoir un impact via la devise avec un peu plus d'inflation. Maintenant, le réveil, pour moi, il tient d'abord à l'industrie de la zone euro, ensuite au secteur des services. Le seul pays qui connaît une vraie croissance en zone euro parmi les grands pays, c'est l'Espagne. En dehors de l'Espagne, on a quasiment zéro de croissance. L'année dernière, on avait les JO en France, mais si on enlève les JO en France, on n'avait quasiment pas de croissance. L'Allemagne est quasiment en récession. Il faut un rebond, finalement, de l'industrie et donc des politiques industrielles. Et je pense que le gouvernement que l'on pourrait avoir là d'ici quelques jours en Allemagne a bien saisi, s'est bien emparé de ce sujet-là et promet d'ailleurs une politique industrielle. Ouais, ça sera dur d'avoir des JO tous les ans en France pour s'en sortir. Malheureusement. Après, on était dans une situation quand même assez compliquée. On a parlé d'inflation, messieurs, ça fait le lien avec ce qui se passe du côté des banques centrales qui essayent plus ou moins de piloter ou de faire atterrir cette inflation autour d'un niveau cible. On voit que pour les États-Unis, ça va être compliqué d'agir. Enfin, pour l'instant, ils disent qu'il n'y aura pas d'action, peut-être pour cette année ou avant la fin de l'année. Malika Adouk. Non, ce que la Banque centrale a dit dans ses minutes hier, c'est que bien sûr, que pour l'instant, elle se mettait en pause parce qu'elle voulait des éléments plus clair sur la poursuite des inflations à venir. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il y ait une inquiétude très marquée sur une reprise très importante de l'inflation, à moins qu'on ait bien sûr une guerre commerciale qui soit menée dès le 2 avril par Trump avec des hausses de tarifs très importantes comme il souhaite le faire. Sachant que hier soir, il disait qu'il était prêt à conclure un accord avec les Chinois. Donc il est vraiment imprévisible, donc on ne sait pas effectivement ce qui va se passer et l'impact sur l'inflation. Mais c'est vrai que les derniers chiffres aux États-Unis, notamment aujourd'hui sur le fil à Fed, on voit qu'il y a les prix demandés, reçus par les entreprises qui sont en hausse. Donc ça inquiète un peu. Mais ce que regarde la Fed, c'est avant tout le PCE. Et dans les composantes du PCE, on pourrait avoir une bonne surprise dans les semaines à venir avec un effet de base qui jouerait favorablement, avec une stabilisation de ce PCE autour. PCE, c'est quoi? Rappelez-nous pour les... C'est l'indicateur de référence de la Banque centrale américaine qui exclut certaines composantes beaucoup moins volatiles que les autres dans le panier, par exemple, de l'inflation du CPI. D'accord. Voilà, donc c'est cet indicateur qui fait référence pour la politique monétaire aux États-Unis. Côté inflation, sur la zone euro, on est beaucoup plus confiant, même s'il y a effectivement les prix des services qui sont restés élevés, mais la tendance est plutôt à une désinflation et à atteindre l'objectif d'ici la fin de l'année, même si, encore une fois, on a entendu une dissonance côté allemand, comme d'habitude. Voilà, c'est ça qui est fatigant, en fait. Vous avez je ne sais plus lequel, qui avait parlé un jour avant en disant qu'il y avait des risques sur la croissance, beaucoup plus importants que sur l'inflation, et elle sort le lendemain en contredisant, en disant non. Le risque, l'inflation et pas la croissance. Voilà, et vous avez vu les taux nominaux remonter assez fortement suite à cette déclaration. Je pense que sur la zone euro, le risque inflationniste, il est beaucoup moins important aujourd'hui que sur les États-Unis. Oui, Anthony, justement, sur ces banques centrales. Je rejoins complètement. Enfin, le discours d'Isabelle Schnabel est quand même très difficilement compréhensible. Enfin, elle nous dit on n'est plus tout sûr que la politique monétaire soit restrictive. On n'arrive pas à avoir de la croissance dans la zone euro. On a une industrie qui quand même souffre énormément parce que les prix de l'énergie, contrairement à ce que certains pouvaient dire, c'est pas un choc conjoncturel, c'est structurel. Donc on a une industrie qui perd des parts de marché et chaque année ça va être de même si on n'arrive pas à régler ce sujet de prix. Donc aujourd'hui, maintenir une politique monétaire aussi restrictive avec des taux qui remontent parce que ce genre de déclaration continue de maintenir des taux élevés, il me semble que c'est quand même particulièrement inapproprié. Au contraire, on a plutôt des taux d'inflation qui commencent à revenir même un peu en dessous de la cible. Alors probablement que ça peut remonter un petit peu dans les mois à venir, je pense notamment dans le cas français, mais quand même on n'est plus du tout dans un risque où on aurait beaucoup d'inflation. Alors je comprends bien que le découplage vis-à-vis de la Fed est toujours délicat, parce qu'on sait très bien que l'euro pourrait en pâtir, et puis il y a toujours cette borne de la parité du dollar face à l'euro que la BCE ne veut pas franchir, mais c'est quand même particulièrement embêtant, me semble-t-il. Et côté américain, il est clair que la Fed va rester en pause jusqu'alors, mais on a une économie américaine qui globalement tient. Enfin, le consommateur est particulièrement insubmersible jusqu'alors.
c'est très dur de trouver vraiment des signes de ralentissement prononcés. On trouve des bribes ici et là, il y a toujours un indicateur qui nous fait dire peut-être que ça y est, ça ralentit. Dans l'absolu, on est quand même sur une économie qui probablement va encore battre le consensus cette année, en tout cas c'est possible. C'est pas du tout le cas en zone euro. Donc grosse dynamique toujours aux États-Unis et croissance plutôt faible, voire atone en zone euro. Et Mario Draghi parlait du décrochage européen, on l'accentue encore année après année parce qu'on a une politique économique qui est probablement pas au rendez-vous. Et ça c'est quand même très embêtant. Est-ce que c'est l'économie ou est-ce que c'est justement d'autres facteurs, la démographie par exemple, le dynamisme, peut-être même l'immigration, c'est-à-dire des nouvelles... voilà, il faut des forces vives que peut-être on n'a plus. Est-ce qu'on va suivre la pente du Japon finalement? Alors la démographie ça compte, mais c'est des facteurs qui sont quand même très sous-jacents. Autrement dit, ça n'explique pas un décalage brutal. Depuis le Covid, on a vraiment un décrochage anormal qui ne s'explique pas par une amplification de la démographie. Donc je pense que ça c'est plutôt une lame de fond effectivement qui pèse sur la croissance potentielle, mais le décrochage que l'on a observé, on en avait déjà connu un au moment de la crise de la zone euro. Depuis finalement la crise de 2008, on est en train de décrocher très fortement des États-Unis et ça pose problème. Et la politique économique ne se remet quand même pas extraordinairement en cause. Il y a plein de pays qui pourraient mener des politiques beaucoup plus pro-compétitivité. Et là, je nous regarde essentiellement, l'Hexagone pourrait en faire davantage de ce plan de vue-là. Ouais, c'est intéressant parce que 2008, même si on n'est pas féru d'économie, il suffit de regarder la divergence des indices boursiers avec effectivement une croissance assez mollassonne du côté de l'Europe et des États-Unis, alors portée évidemment par la vague de la tech, avec ces géants, les 7 ou les 8 magnifiques maintenant, qui sont absolument gigantesques. Ce n'est que ça qui explique l'écart de performance entre les bourses européennes et les bourses américaines. Mais oui, mais est-ce que si vous excluez les valeurs technologiques, vous avez la même performance de la bourse US avec la bourse européenne. C'est vraiment cet engouement pour ces valeurs technologiques avec des croissances bien sûr spectaculaires. Mais aujourd'hui, la chance, éventuellement, peut-être qu'on en parlera de l'Europe, c'est que cette hégémonie technologique aux US, je pense, elle est arrivée à son terme. Et donc, avec les valorisations qu'on a atteintes et avec le ralentissement... Pourquoi son terme? Parce qu'on a des valorisations aujourd'hui qui sont excessives et pour compenser ces valorisations, il faudrait des taux de croissance encore plus forts que l'on a connus. Et aujourd'hui, on s'attend à ce que les croissances des valeurs technologiques commencent à baisser et qu'on ait une compensation du côté de la vieille économie qui reprenne un peu le dessus. C'est pour ça que... C'est-à-dire dans le S&P 500, finalement, les 492 valeurs... 493 ou 492. Et même aujourd'hui, dans les valeurs technologiques, vous avez des écarts entre les 7 merveilleuses. Là, vous avez des écarts de performance aujourd'hui qui sont assez importants depuis le début de l'année. Donc, et puis avec l'affaire DeepSeek, on se rend compte que voilà, l'intelligence artificielle, elle va profiter à tout le monde, pas qu'aux valeurs américaines, et que les gains de productivité vont toucher un peu le monde entier à un moindre coût. Parce que les Américains n'ont pas réussi à démontrer que ce qu'avait fait DeepSeek était entaché de mensonges, de tricherie, etc. Ouais. Et donc on regarde aujourd'hui sur Alibaba, aujourd'hui les résultats d'Alibaba, ça aussi, ça fait réfléchir. Et c'est plutôt un signe positif, à mon avis, pour la consommation en Chine, les résultats d'Alibaba dans les semaines à venir. C'est vrai, il y a la tech chinoise qui est en grande forme en ce moment, qui se reprend. Justement, messieurs, on passe à notre page allocation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions? Est-ce qu'on est toujours sur les actifs risqués ou est-ce qu'on commence à sécuriser là, quand vous en discutez, quand on parle d'investissement? Avec des lunettes d'économiste simplement et pas de financier, je suis complètement d'accord. Quand on regarde les bénéfices par action, donc des sociétés technologiques, elles reconvergent vers les entreprises plus traditionnelles, donc le fameux SP 493. Donc a priori, c'est vrai que ça explique plus une espèce de divergence qui pourrait continuer de s'accroître. Puis on arrive sur des niveaux de valorisation. L'Europe a déjà bien rattrapé son retard. Quand on regarde le CAC juste français, par exemple, on revient près des plus hauts historiques, alors que pourtant, on n'a quand même pas une ambiance de politique intérieure qui est très porteuse. A priori, on commence à devenir un petit peu plus prudent. En tout cas, on observe moins ce décalage de niveau de cherté qui était observé. Il y a une forme de reconvergence sur les derniers mois, qui comble une partie du gap, même si probablement il reste un peu de chemin. C'est vrai que malgré le boulet de cette politique incertaine, on va dire à tout le moins, pour toute cette année 2024, on voit que les résultats sont là. C'est la dichotomie entre la macro et la micro, c'est que les résultats d'entreprise en Europe, honnêtement, ils ont été de bonne facture, ils ont surpris à la hausse. Et sur la valorisation relative, c'est vrai, je suis d'accord qu'on a comblé une partie du gap, on est revenu à la moyenne historique sur l'Europe, mais le gap avec les US, il est encore énorme. On n'a jamais été... Il y a 40% d'écart. Et donc, je dis que la fin de cette hégémonie technologique devrait éventuellement profiter à la zone euro. Puis le redémarrage de la Chine, auquel moi je crois, parce que les autorités chinoises sont déterminées à le réussir,
Ils attendent juste la réaction américaine aux éventuels droits de douane supplémentaires pour lancer un plan de relance massif qui va continuer. Ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui. Les choses se sont stabilisées sur l'immobilier. Il faut relancer la confiance des consommateurs. Ça commence à être fait, mais il n'y a rien qui a été fait pour cibler directement le consommateur. C'est ce qui reste à faire. Lors de la période Covid, on a donné des chèques aux États-Unis, on a donné des chèques en Europe. Ça n'a jamais été fait en Chine. Comment voulez-vous que le consommateur retrouve de la confiance alors qu'il a été pendant 2 ans enfermé chez lui et qu'il retrouve la confiance comme ça? Donc pour retrouver la confiance, en plus avec la chute des prix de l'immobilier, sachant que la richesse chinoise est plutôt concentrée sur l'immobilier que sur la bourse, ça ne donne pas confiance aux consommateurs chinois. Donc, et la Chine, ce redressement de la Chine éventuel, va aussi profiter à la zone euro. On verra si le consommateur convient, mais les secteurs du luxe et les secteurs pourraient profiter de cette embellie chinoise. On va voir vos allocations justement dans un instant et vos scénarios chez CPRM. Un petit commentaire peut-être Hervé justement sur cette dichotomie entre, c'est pas nouveau, USA, Europe, mais c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus qu'on est un peu laissé à la traîne entre les deux géants, la bipolarisation. Oui, absolument. Et c'est vrai que, juste pour rebondir sur ce qui a été dit sur la Chine, on attend beaucoup de cette réunion du parti unique là, du 5 mars, et effectivement, ça a été préannoncé, il devrait y avoir des mesures pour le consommateur. Et aujourd'hui, cette dichotomie, on la retrouve, et vous l'avez dit, entre la micro et la macro, mais c'est encore plus vrai, c'est encore plus exacerbé en Chine. Puisqu'en Chine, finalement, on voit des marchés qui réagissent très différemment de la macro. La macro, elle a simplement arrêté l'hémorragie aujourd'hui. Oui. On est encore en contraction de crédit, on est en contraction d'investissement, le marché de l'immobilier va toujours très mal, les développeurs vont toujours très mal. Et la consommation, on est quasiment en déflation. Et la consommation des ménages commence tout juste à pointer un petit peu le bout de son nez. Donc c'est encore très loin, je dirais, d'être fait. Et les mesures là, du 5 mars, effectivement, on les attend beaucoup. Bien sûr. Bon, après, on sait très bien que la bourse a tendance à anticiper des mouvements de 6 mois. 12 mois, parfois 18 mois. Pour avoir un tout petit point de désaccord avec Hervé, parce qu'on est tout le temps d'accord, donc là c'est bien de créer un peu le dissensus. Sur la Chine, je suis un tout petit peu plus optimiste. J'ai le sentiment que du côté de l'immobilier, on voit que ça touche quand même le creux de la vague, si je puis dire. On voit des petites remontées, notamment dans les ventes, dans les villes les plus dynamiques. C'est surtout les villes rurales qui, elles, patinent toujours. Mais donc, du mieux de ce côté-là, le consommateur chinois commence à être un peu plus au rendez-vous. On l'a vu sur les dépenses lors des vacances du Nouvel An. Ça a quand même eu à la fois beaucoup de voyages et plus d'achats, plus de consommation de services également. Donc peut-être un peu de mieux à attendre. Et sur les prix, j'ai une analyse un peu différente, c'est qu'en Chine, il y a un énorme choc d'offres positif. L'industrie produit trop par rapport à la demande, donc les prix mécaniquement reculent. Mais c'est pas tant... Alors, certes, la demande n'est pas très allante, mais c'est plus parce qu'il y a vraiment un choc d'offres qui est anormalement élevé. Et on le voit bien, elle exporte, elle est capable d'alimenter l'ensemble du reste du monde. Donc, j'analyserai pas la déflation chinoise, ou en tout cas le recul des prix qu'on observe depuis 2 ans, comme une extraordinairement mauvaise santé de la Chine. C'est pas un signal de santé positif, mais en tout cas, il est un peu à nuancer compte tenu de la structure particulière de l'économie chinoise, qui est un tiers, c'est de l'industrie en Chine. Ouais. Et on voit cette accélération. Un tiers de l'industrie avec aussi des volontés de, par exemple sur la voiture électrique, de prendre des parts de marché. On voit tous les secteurs, effectivement. Ouais, mais là c'est peut-être comme ça circule dans nos rues. C'est vrai que mais c'est l'acier, c'est l'automobile, c'est la chimie, c'est la pharma, c'est sur tous les secteurs. Il y a une production qui est extraordinairement élevée, des investissements dans l'industrie manufacturière qui sont... l'investissement dans l'industrie est 35% de ce qu'il était, au-dessus de ce qu'il était en 2019. Donc c'est colossal. Donc je nuancerai un petit peu en disant peut-être vraiment un peu de mieux à attendre du côté chinois cette année. Ouais. Xi Jinping qui veut faire... Make China Great Again. Alors si on vous écoute, ça fait longtemps et puis surtout c'est sur un plan à 50 ans. C'est ça qui n'engage personne. Qui est plus inquiétant peut-être. Malika Douk chez CPR AM, on a l'habitude de vos scénarios de marché pour l'année. Alors des fois il y en a 3, des fois il y en a 4. Là, vous avez simplifié les choses. On a des scénarios annuels et des scénarios mensuels. Je vais parler des scénarios mensuels. Il n'y en a que 2 actuellement, c'est très simple. C'est un scénario qu'on probabilise à hauteur de 60% où les choses se passent bien en fait. Trump est moins agressif qu'anticipé sur sa politique commerciale, donc les choses se calment un peu. Et dans ce scénario-là, on voit les taux se stabiliser, les taux américains se stabiliser, rebaisser un peu en Europe, parce qu'on pense que la BCE va continuer à baisser ses taux. On anticipe toujours 3 baisses de taux, malgré ce que dit Schnabel, et malgré ce que le marché pense, parce que la croissance est à l'arrêt, il faut redynamiser cette croissance. Et là, c'est un scénario qui est plutôt favorable au marché européen qu'au marché américain. Oui. Et dans un scénario
adverse, c'est Trump qui devient beaucoup plus agressif. Et donc, il met en œuvre sa politique commerciale agressive en augmentant les tarifs. Et ça entraîne de la réciprocité de la part de ses partenaires commerciaux. Et là, c'est le scénario mauvais pour les marchés actions. Parce que là, on a une correction boursière qui se met en place avec des taux, par contre, des taux qui vont rebaisser dans ce cadre-là. Pourquoi les marchés baisseraient ? Parce qu'on reverrait à la baisse assez fortement la croissance économique mondiale, mais aussi les bénéfices attendus pour les entreprises, sachant que sur 2025, on attend quand même encore 12 à 10%, plus de 10% aux États-Unis, entre 5 et 7 en Europe. Donc c'est toujours une croissance positive. Donc dans notre allocation, on a réalloué sur l'Europe. Je sais que ça va surprendre certaines personnes, mais je pense que l'Europe est bien placée hors de la politique, une valorisation qui est plus attractive, des bénéfices qui sont bien orientés, une situation économique qui pourrait s'améliorer, assez stabilisée, mais qui pourrait s'améliorer avec l'aide de la Banque centrale et la surprise éventuellement allemande et le rebond de la Chine. Ouais, finalement, tout ce qui a été joué, entre guillemets, ce dernier mois, puisqu'on a vu que les indices sont déjà à plus 10-12%. Donc là, je parle en relatif par rapport aux États-Unis. Ouais. Donc 60% le scénario quand même un Trump moins agressif, 65 et 35 le scénario adverse. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, sur ces différents... Bon, c'est de marché, mais c'est vrai que sur ce rôle de Trump, on a l'impression que c'est un peu le maître à jouer en ce moment sur l'économie et donc sur les marchés. Complètement. Nous, on a des prévisions assez moyennes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on ne croit pas au scénario boucle d'or, mais on ne croit pas au scénario du pire non plus. Donc on pense que Donald Trump mettra des tarifs, mais que ce ne sera pas non plus à des niveaux extraordinairement pénalisants. D'autant qu'il y a une capacité, notamment, parce que c'est la Chine, le grand producteur de produits manufacturiers, peut utiliser des systèmes de trade diversion en passant par d'autres pays, donc ça atténuera un peu l'effet. À la fin, on pense que ça coûtera un peu à la croissance. Ça mettra la politique monétaire un peu en pause, en tout cas ponctuellement par rapport à ce qui était pricé avant. Mais on finira par aller sur des baisses de taux. Donc ça sera un peu coûteux pour la croissance, mais on ne pense pas au cataclysme non plus à ce stade. Mais encore une fois, notre caveat, toujours la première, c'est que c'est imprévisible à l'heure actuelle et que ça peut partir très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Donc il y a vraiment une incertitude très marquée. Ouais. Hervé Amandin, on s'échine, c'est vrai, à lire, à décrypter ce personnage quand même qui est Donald Trump. Alors, il y a une petite clé de lecture qui nous aide, puisqu'il a fait un bouquin dans les années 70, c'est l'art du deal, le deal maker, avec quelqu'un, c'est vrai, qui tape très fort du poing sur la table, qui crie très fort, et puis finalement, on l'a vu sur les tarifs, qui sait aussi en user, voire en abuser, et qui passe des deals, même avec la Chine récemment, on a l'impression que c'est le dégel un petit peu là, des relations, malgré ces protestations. On se souvient du candidat Trump qui était très, très extrêmement vitupérant. Oui, absolument. Il nous a beaucoup surpris depuis son investiture parce qu'il est beaucoup moins vocal qu'il l'était en 2016, beaucoup moins agressif qu'il l'était en 2016. Et puis surtout, et là c'est assez surprenant, même sur le site de la Maison-Blanche, quand on regarde les droits de douane annoncés, c'est écrit que c'est une tactique de négociation. C'est écrit que ça avait fonctionné en 2018, et donc c'est quelque chose à renouveler. Puisqu'il y a le mode d'emploi, c'est ça, sur le site ? Exactement, et c'est très surprenant, puisque en 2016, c'était présenté comme du vol finalement de la part des Chinois. On avait un déficit de la balance commerciale, donc les États-Unis étaient volés. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est écrit que c'est une manière de négocier. Donc oui, le personnage a un petit peu changé. Moi, ce qui fait que finalement, je ne m'inquiète pas, c'est les autres mesures en dehors de la guerre commerciale. C'est-à-dire la baisse des impôts. Et là, une première mesure a été passée auprès de la Chambre des représentants pour étendre le TCJA, le Tax Cut and Jobs Act de 2017. Donc ça, c'est une mesure très importante. Alors oui, ça va creuser le déficit et ça va augmenter la dette, mais c'est une mesure très importante pour soutenir le pouvoir d'achat. Et puis l'autre élément, c'est la partie sur l'immigration. Et on voit que là aussi, il a été assez sérieux dans ses promesses de campagne. Et ça, globalement, c'est plutôt inflationniste. Alors l'économie est au plein emploi, donc effectivement, les impacts vont être... au début, vont mettre du temps à se matérialiser, mais tout ça, ce sont des choses qui vont soutenir aussi l'activité américaine. Et puis la dernière chose, si je devais tirer une leçon de 2016, c'est que la métrique principale de succès de Donald Trump, c'est le S&P 500. Et ça, globalement... La métrique principale ? Oui. On voyait bien qu'à chaque fois que le S&P décrochait de 5% sur quelques semaines, il y avait une réaction de Donald Trump. Il y avait un tweet de Donald Trump, c'était le média principal, mais il y avait une réaction de Donald Trump
Trump pour remédier à ça. La liste d'exclusion sur la guerre commerciale, elle vient de là. Elle vient du fait que le S&P 500 souffrait. Et donc, bien, les entreprises ont formé des lobbies pour dire non, excluez nos produits, nous, on ne peut pas. Et donc voilà, donc moi, c'est un peu l'élément qui me rassure sur le fait que ça ne peut pas être catastrophique. Mais bon, ensuite, un accident peut arriver. Mais voilà, ces intentions sont là. C'est vrai que Donald Trump et l'ensemble de son board, entre milliardaires, on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Au moins, ils ont cette connaissance-là et ils peuvent y faire attention. Malik, vous aviez réagi justement à ça, c'est vrai, S&P 500, c'est une métrique, la métrique de Donald Trump, sa boussole. C'est tout à fait vrai. Donald Trump, c'est un pro-business. C'est le business avant tout. Donc, il regardera la réaction de la bourse à toutes les mesures qu'il prendra. Mais on n'est pas à l'abri de déclarations et d'un accident, bien entendu. Mais il essaiera de corriger le tir à chaque fois. Oui, ça, c'est évident. Sa première présidence, c'était vraiment ça. Donc, oui, c'est un pro-business, il le restera. Il reste dans ses bottes, en tout cas, avec The Apprentice. Et Anthony. L'autre point très marquant pour rejoindre ce que dit Hervé, c'est que les tarifs douaniers, c'est un moyen et jamais une fin chez Donald Trump. C'est vraiment l'objectif. Il sait très bien que ça ne servira pas à la réindustrialisation américaine ou que très marginalement. Les Américains ne vont pas se mettre à fabriquer de l'aluminium, de l'acier, des voitures à grande échelle pour servir le marché domestique. Donc c'est vraiment un moyen de négociation. Et l'autre point frappant, c'est le caractère très désintermédié maintenant de Donald Trump. Les pays interagissent directement avec les États-Unis. Il n'y a plus d'OMC, il n'y a plus d'organisations à travers lesquelles on se regroupe pour discuter autour d'une même table. C'est chacun vient s'adresser aux États-Unis avec ses demandes et son niveau de négociation. Mais il y a une grande désintermédiation, mais qui est assez effrayante, parce qu'on a le sentiment que les règles du jeu mondial et d'équité sont quand même grandement bouleversées. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà un petit peu quitté l'OMC, l'Organisation mondiale du complètement, commerce. mais avec cette ampleur-là et ce niveau quand même de s'adresser directement à des pays, c'est vraiment une première. Et ça n'est pas forcément qu'une bonne chose. En tout cas, à long terme, on peut se poser des questions de la pérennité d'une telle manière d'interagir entre grandes puissances. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'il redistribue les cartes. Vous avez parlé des intermédiaires, c'est tout à fait ça. On a l'impression que c'est vraiment, il concentre toutes les décisions. Est-ce qu'il y a quand même des contrepoids, des contrefeux On voit qu'il y a certains juges qui essaient quand même de résister, notamment à l'offensive du Doge, là, le bureau spécial d'Elon Musk. Vous suivez ça Hervé ? Oui, absolument. Moi, je ne vois pas de vrai contre-pouvoir, véritablement. Et justement, le fait que le Doge ait autant de liberté et autant d'accès aussi auprès de la Fed, ils ont déjà commencé à fermer, dans les faits, des agences fédérales qui venaient contrôler finalement les défaillances des consommateurs américains sur les prêts. Donc c'est quand même c'était quelque chose d'assez fondateur. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette police-là. Donc les épargnants américains n'ont plus cette protection-là, quelque part. Donc c'est, pour moi, c'est peut-être anecdotique, mais ça montre finalement la portée et l'ampleur finalement de la mission du Doge. Et donc à partir du moment où le Doge a cette mission-là, et c'est très nouveau, très récent, et en plus les personnes qui y travaillent sont très jeunes, donc ils ont une crédibilité aussi à démontrer, bien ça montre qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. Et donc évidemment, il y aura des procès, évidemment, il y aura des challenges et des recours en justice, mais j'ai l'impression que globalement, ça se passe quand même. Ouais, et ce qui est embêtant, c'est que c'est vrai que si on enlève ce genre de garde-fous, ça peut nous proposer une prochaine crise. On sait, notamment subprime, c'est ce qui avait été, ce qu'on avait déploré, quand on a fait le post-mortem en 2008. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas pour ce soir, sur cette planète finance et ce Donald Trump qui agite, en tout cas, les marchés tous les jours, on peut le dire. Merci Malik Haddouk, CPRM, Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode et Hervé Amorda de Pro BTP Finance. Dans un instant et dans le dernier quart d'heure, on va s'intéresser aux villes intelligentes. À tout de suite. Et dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéresse aux villes intelligentes, les Smart Cities, avec un spécialiste, Ron Michalib. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes le PDG de Galilée Asset Management, et les villes intelligentes ou Smart Cities, ça tombe bien, on est sur Bismart, sur Smart Bourse, donc on reste dans l'intelligence. C'est une des thématiques, c'est ça, de vos thématiques que vous observez parmi de nombreuses autres. Absolument, donc on a 25 thématiques qui sont regroupées dans notre modèle de recherche qui s'appelle le Codex des thématiques, et les villes intelligentes, c'est l'une de ces thématiques qui est rangée dans la sous-classe, on va dire, des évolutions démographiques. Dans les évolutions démographiques, il y a plusieurs thématiques, notamment le vieillissement de la population et les villes intelligentes qui font partie de ces évolutions-là. D'accord, c'est un peu...
toujours presque une oxymore parce qu'une ville, alors, il y a les villes très modernes, mais nous qui sommes dans des vieilles villes, notamment en France ou en Europe, on a l'impression qu'elles ne sont pas forcément très intelligentes, très smart. Et pourtant, vous allez nous dire que oui, il y a de plus en plus d'intelligence, peut-être d'intelligence de modernité ou de technologie en tout cas dans ces villes. Absolument. En fait, donc la thématique des villes intelligentes, elle va s'intéresser, alors boursièrement parlant bien sûr, mais aux sociétés qui contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants des grandes métropoles, poursuivre les objectifs de développement durable et améliorer l'efficience économique et la mobilité des habitants. Donc évidemment, nous, en France, c'est un petit peu à géométrie variable. Il y a des villes qui contribuent effectivement à améliorer la qualité de vie de leurs habitants avec des dispositifs de ville intelligente, mais de manière générale, on connaît ça dans les grandes mégapoles. Alors, on a de plus en plus ça. En 1975, figurez-vous qu'on avait uniquement 3 mégapoles, donc des villes de plus de 10 millions d'habitants. On avait New York, Mexico et Tokyo. Donc il y a 50 ans. Exactement. Aujourd'hui, on en a 33. Donc c'est vraiment un chiffre qui a augmenté beaucoup. Parce que cette thématique, elle est catalysée, bien sûr, par une urbanisation croissante qui va de pair, en fait, avec l'exode rural qu'on connaît depuis 1950, finalement. Et puis, on a des villes qui essayent de réconcilier finalement l'économie, la technologie et l'écologie. Je dirais que c'est presque l'une des seules thématiques qu'on regarde où il y a l'économie, la technologie et l'écologie qui sont toujours très qui se battent en duel très souvent et là qui sont réconciliés par pas mal de sociétés. Ouais, dans ces 33 villes, donc ça fait 30 de plus en 50 ans, on imagine que le nouveau monde est présent, notamment la Chine, mais aussi peut-être le Brésil ou d'autres. Exactement. Alors il y a une certaine émulation, on va dire, entre les mégapoles américaines, asiatiques et du Moyen-Orient. En Europe un petit peu aussi, mais bon, c'est surtout une émulation entre l'Asie et le Moyen-Orient. Et surtout, en fait, l'investissement thématique pour nous, il doit être forcément transversal. Donc, sur la partie structurelle internationale, on vient d'en parler. La troisième caractéristique, c'est qu'il doit être transversal. Dans transversal, j'entends multisectoriel. C'est-à-dire qu'une thématique, c'est pas un secteur, c'est pas une thématique. Et donc, une thématique, elle est multisectorielle. Et dans cette thématique, finalement, des villes intelligentes, on va retrouver le secteur des infrastructures, une partie du secteur des transports, automobiles, une partie du secteur de l'immobilier, une partie du secteur des télécoms et surtout une grosse partie du secteur de la tech, puisque quand on dit qu'on va effectivement améliorer la qualité de vie des habitants, etc., eh bien, ça passe bien sûr par le cloud, ça passe par la 5G, évidemment, et ça passe par des sociétés qui vont finalement essayer de concilier tout ça. Il faut s'imaginer ce que c'est une ville intelligente. C'est une ville où, par exemple, les feux de circulation sont alimentés par des données qui sont envoyées par les véhicules pour réguler la circulation de manière intelligente, où le ramassage des ordures est fait par des capteurs, où l'itinéraire du camion poubelle est finalement guidé par l'intelligence artificielle très souvent. Les lampadaires sont connectés pour augmenter les économies d'énergie. Donc voilà, on va retrouver effectivement tout cela. Ouais, et vous parlez en creux du fameux Smart Grid. On a un champion en France, c'est Schneider, qui vient de publier d'ailleurs aujourd'hui, et c'est plutôt très très bon. Preuve que c'est une dynamique et une thématique qui a toute sa place. Vous utilisez justement, et vous venez avec des chiffres grâce à un indicateur thématique Galilée. Alors on imagine déposé. Qu'est-ce qui vous dit cet indicateur ? Alors, on a 25 indicateurs sur les 25 thématiques que l'on regarde. Donc là, on a l'indicateur des villes intelligentes qui nous dit que les performances de ces dernières années sont effectivement plutôt bonne. On a en 2021 plus 16%, en 2022 c'est la mauvaise année, moins 26%, en 2023 plus 26% et en 2024 plus 23%. Et ici, vous pouvez voir, là c'est le PER, on appelle le Price Earning Ratio, qui mesure un peu la cherté de la thématique en bourse. Oui. Et on voit que finalement la prime de valorisation par rapport au MSCI World, qui est en noir en dessous, reste à peu près stable depuis 2022. Ça se paye un petit peu plus cher que le MSCI World de manière générale, mais
c'est une thématique qui est plus croissance que value, hein, beaucoup plus corrélée à la croissance. Donc les valeurs croissance en général sont un petit peu plus chères. Et on a un taux de croissance du chiffre d'affaires de 6% par an versus le MSCI qui lui n'a que 4%. Et on a un taux de croissance de ces fameux earnings, hein, de ces bénéfices par action, qui est de 14% par an versus le MSCI qui est qu'à 12%. Donc c'est un peu normal que ça se paye un petit peu plus cher, que ce soit un peu mieux valorisé finalement. Exactement. Voilà, si on regarde justement, Ronnie, les points forts et les points faibles de cette thématique, c'est intéressant de s'intéresser à une thématique, mais il faut voir peut-être le downside aussi, ce qui va moins bien. Absolument. Alors les points forts, je dirais, pour commencer, une faible volatilité hein, par rapport aux thématiques tech qu'on a l'habitude de côtoyer, hein, le cloud, la robotique, l'IA, la finance du futur, etc. On a une thématique qui est bien corrélée à la croissance, comme je disais juste avant, mais qui a une volatilité assez faible. Donc ça, c'est un des points forts. Deuxième point fort, c'est qu'elle est vraiment portée par de nombreuses méga-tendances. Hein. L'urbanisation, l'exode rural, on en parlait juste avant. La transition énergétique, l'émergence des classes moyennes, puisque les classes moyennes émergent surtout en Asie et vont s'installer dans les villes. Hein. Aujourd'hui, 53% de la population mondiale est urbaine. En 2050, ce sera 70%. Donc on a quand même de la croissance encore pour ces sociétés. Ça suit les méga tendances fortes de toute façon. C'est voilà, ça. Et la digitalisation de l'économie. Alors par exemple, il y en a une société comme Kingspan qui fait des panneaux isolants à haute performance pour améliorer l'efficacité énergétique et qui a créé quelque chose qui s'appelle le Power Panel. C'est un panneau isolant mais photovoltaïque pour encore produire de l'électricité. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans cette thématique. Les points forts, c'est vraiment que c'est catalysé par l'ensemble des méga-tendances fortes qu'on connaît. Les points faibles, puisque vous m'avez demandé, il faut toujours se remettre en question hein, dans l'investissement. Les points faibles, ça peut être que c'est des projets qui peuvent être parasités par des désaccords politiques au sein des municipalités, des villes. On a eu un exemple hein, avec Sidewalk Labs, qui est une filiale, qui est une filiale d'Alphabet, Google, hein, et qui visait à transformer un quartier de Toronto en espace ultra connecté, durable, et qui a été vertement critiqué par les oppositions au sein de la ville pour des questions de vie privée, de gouvernance des données, et le projet a été abandonné purement et simplement en 2020. Donc les changements de majorité, en tout cas la politique peut bien sûr faire son entrée. Et on le voit bien notamment dans les subventions, par exemple pour la rénovation énergétique en ce moment, avec vos fameux panneaux qui pourraient isoler et en même temps faire du photovoltaïque. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'argent, on voit qu'il y a des petits coups de rabot, ça aussi Absolument. Ça peut peser sur les tendances. Et aux États-Unis également, avec l'arrivée de Donald Trump. Deuxième point faible, c'est évidemment le risque de piratage hein, qui est de plus en plus présent. En 2021, il y a des pirates qui ont attaqué un réseau d'eau potable en Floride, qui ont ajouté un additif chimique à un seuil qui était critique. En 2022, un autre exemple, hein, des pirates qui ont attaqué un système de feux de circulation à Hanovre en Allemagne, qui ont changé la cadence des feux. Donc ça peut être très dangereux quand même. Et ce genre de scandale peut avoir un impact boursier sur les boîtes de cette thématique, bien évidemment. D'accord. Donc... Sans parler de, évidemment, la collecte de données personnelles, le scénario à la Orwell, etc., que certains autres price dans certaines sociétés qui font du big data en vue de participer à ces villes intelligentes. Alors les villes intelligentes, on vous écoute, on se dit tiens c'est une bonne idée, pourquoi pas ? En plus on sait que c'est de la diversification. Comment on fait, Ronnie, pratiquement pour s'exposer justement à cette thématique ? Est-ce qu'il y a des sociétés, vous en avez parlé, des fonds, peut-être des ETF ? Absolument. Alors j'ai coutume de vous présenter des fonds et des ETF. Donc là, il y en a 3 principalement qui ont retenu notre attention chez Galilée. Donc le iShares Smart City Infrastructure. Donc celui-ci est SFDR 8 pour ceux qui sont un petit peu versés dans l'ESG. Il a environ 47% d'industrie, 41% de technologie. Et il est majoritairement sur les États-Unis. Vous en avez également un autre chez Amundi qui est
plus petit que le iShares de chez BlackRock, qui lui respecte les critères ESG, puisque c'est vraiment dans son nom, Amundi MSCI Smart Cities ESG. Lui aussi est principalement positionné sur les États-Unis. Il a un tout petit peu moins d'actions que le premier, mais il a une bonne couverture, puisque le premier est tilté un petit peu sur les infrastructures. Là, il a une bonne couverture de la thématique de manière générale. Et puis, donc ça, c'est pour les ETF, pour les adeptes de la gestion passive, on va dire. Et puis, pour ceux qui aiment avoir un gérant avec une gestion active, on a chez Pictet, un grand acteur de la gestion thématique, le Pictet Smart City. Également SFDR 8, pour ceux qui ont des critères ESG, c'est Bien important, surtout pour cette thématique-là, qui par essence est ESG. Donc 43 positions, beaucoup moins que les ETF que l'on a listés, qui avaient 150 et 140 positions. Et lui est vraiment surpondéré sur les États-Unis. 70% de sociétés américaines dans ce Pictet Smart City. Dans Pictet Smart Cities, Amundi MSCI Smart Cities ESG et chez BlackRock iShares Infrastructure. Absolument. Et ben voilà, on sait tous sur cette thématique des villes intelligentes, une méga tendance qui en plus on embrasse beaucoup d'autres. On l'a compris. Merci Ronnie Micheli, je rappelle que vous êtes le patron de Galilée AM et à très bientôt pour une nouvelle méga tendance. Bon, il y en a 25 donc on se reverra, c'est sûr. Absolument, merci beaucoup. Cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de nous avoir suivis. Comme la pleine finance ne s'arrête jamais, et bien on se retrouve demain soir à la même heure pour un nouveau numéro. Excellente soirée à tous.